J'essaie de contrôler ça. Ah oui, c'est celui-là. Ah oui, je n'ai pas sur l'écran ce que j'ai ici. C'est compliqué l'histoire. Ok. Bon. Donc effectivement, je ne vais pas vous parler réellement ni de matériaux, ni d'innovation dans les matériaux, mais beaucoup plus d'un sujet qui, de mon point de vue, est important. Donc je vais parler, comme c'est écrit ici, un peu... bon, je vais rappeler quelques petites choses que vous connaissez tous très bien, mais c'est quand même pour donner le cadre. Ensuite, je vais parler un peu de physique des bâtiments. Alors effectivement, à ma façon, qui est la façon d'un physicien et pas d'un spécialiste du tout des technologies du bâtiment, mais on va comprendre pourquoi dans le bâtiment il y a, de mon point de vue, un grave problème de mesure. Donc on va parler mesure, on va parler efficacité énergétique et on va parler couplage bâtiment et réseau électrique, et ça sera la conclusion. Alors allons-y. Quelques slides sur l'enjeu global, la thermique d'une maison, comment ça marche de façon extrêmement simplifiée et de façon extrêmement globale, mais pour arriver à une notion qui est une notion qui, comme vous allez le voir, va être une notion importante pour la suite, qui est le temps caractéristique de réponse d'une maison. Et puis les conséquences sur la rénovation du parc, que ce soit des conséquences statiques ou dynamiques, c'est-à-dire d'économie ou de gestion intelligente ou en réseau des bâtiments. Et puis j'aurai quelques considérations sur le coût. Alors, bon, évidemment, les chiffres globaux, vous les connaissez. Essentiellement, le fait que le bâtiment est un très grand contributeur en consommation énergétique. Ça, c'est les chiffres européens. Et la situation qui est intéressante, ce ne serait pas possible d'avoir l'écran ici, que j'ai pas à moi. Non, c'est pas possible. Bon, alors, je peux fermer, il ne va rien se passer. Bon, allez, c'est pas la bête, mais ça ne sert à rien. Bon, donc la situation, alors, je peux vous parler de l'international, mais comme on est très franco-français, on va rester un peu en France. Ceci dit, l'Europe et la France ont des enjeux communs, même s'il y a des grosses différences entre les pays. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la situation, du point de vue de l'efficacité énergétique dans le neuf, n'est pas la même selon les pays. Comme vous le savez, l'Europe est plutôt en avance sur les réglementations thermiques, avec des pays qui sont plus en avance que d'autres, ou qui ont rattrapé leur avance, comme la France, qui était plutôt en retard et qui a fait un gros effort avec la RT 2012. Aux USA, c'est très compliqué, et il n'y a pas un très grand appétit pour l'efficacité énergétique. Et la Chine et l'Asie, je peux le dire en 2-3 mots, l'enjeu est énorme, et les pouvoirs publics l'ont bien en tête, surtout en Chine. Et pour vous donner un peu une idée, imaginez une Chine qui va construire l'équivalent de tout ce qui a été construit dans le monde en ville. Ils vont construire ça dans les 30 prochaines années. S'ils le font avec des normes énergétiques de haut niveau, leur consommation totale pour les bâtiments, compte tenu du vieillissement du parc européen, aura un différentiel fantastique avec l'Europe et les États-Unis. Donc s'ils arrivaient, je dis si parce que c'est pas facile pour eux non plus, mais ils en ont conscience, à construire un parc de bâtiments neufs, efficace énergétiquement, dans 30 ans, la différence de consommation énergétique pour chauffer notre parc vieillissant si on ne fait rien et pour chauffer le parc chinois sera énorme. Alors, évidemment, dans le cas de l'Europe et de la France en particulier, l'enjeu, il est dans l'ancien, vous le savez tous. C'est aussi le parent pauvre de la réglementation et des effets. C'est un des sujets auxquels Shift s'intéresse. Alors, il y a des incitations, il y a des encouragements, mais globalement, on voit que les choses ne bougent pas beaucoup. Il y a des labels, il n'y a pas de réglementation, ou il y a un peu de réglementation, mais il y a des labels. Et puis, il y a des efforts, comme le certificat d'énergie. Je ne suis pas un grand fanat de ça, je ne sais pas ce qu'en pense Shift, mais on peut en parler. Et puis surtout, il y a une ambiguïté fantastique dans ce monde-là, c'est de savoir si les travaux d'efficacité énergétique, ça relève du dur, c'est-à-dire on investit dedans comme quand on investit du bâtiment, ou du fonctionnement. Et je pense que là, derrière ça, il y a un vrai enjeu de qu'est-ce que ça veut dire que de rénover énergétiquement un bâtiment. Est-ce que c'est un travail qu'on fait sur 5 ans en espérant un payback sur 5 ans, ou est-ce qu'en fait on change la nature du bâtiment sur des périodes plus longues? Et vous avez déjà compris ma position telle que je pose la question. Alors, dans les autres pays, donc ça c'est la même chose. Alors, il y a un point très important, c'est ce que j'appelle le cercle vertueux, mesure, diagnostic, prescription. Alors, c'est un point extrêmement important, c'est que dans le monde du bâtiment, on ne mesure rien. On calcule,
ne fait pas forcément des calculs complètement faux, comme vous allez le voir, mais pas forcément complètement justes non plus, mais on ne mesure pas. Alors moi, je ne suis pas du tout du monde du bâtiment, je suis un physicien qui a fait une carrière plutôt universitaire, mais quand je vois comment travaille ce monde, je suis effaré du fait que c'est un monde où on ne mesure rien. On construit, on fait des calculs, et vous savez tous que la RT 2012, ce n'est pas une garantie de performance, c'est une garantie théorique que si on avait fait tout ce qu'on a dit qu'on avait fait dans les conditions où on l'a fait, et si les calculs sont justes, éventuellement vous avez la performance. Et donc, c'est déjà mieux que rien, mais c'est quand même un peu inquiétant. Pourquoi la mesure est importante? Parce qu'on peut faire un diagnostic, corriger ce qui ne va pas et s'améliorer. On peut faire aussi du contrôle qualité, qui est un mot qui manifestement est un peu tabou dans le monde du bâtiment. Et enfin, à partir du moment où on a le diagnostic, on peut prescrire comment s'améliorer et soigner le malade. Et je pense que déjà, il faut attaquer le problème à la base, c'est-à-dire celui de la mesure, et je vais y passer un peu de temps, parce que vous allez voir que c'est un problème en fait un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai besoin de vous expliquer un peu de physique du bâtiment à la façon Shaddock, ou la façon simpliste. Alors vous avez cette figure qui est souvent montrée d'une multiple façon. Vous avez une maison, c'est une enveloppe, hein. Le but d'une maison, c'est de faire en sorte que l'intérieur soit différent de l'extérieur, essentiellement plus confortable, éventuellement moins pollué. Et cette enveloppe, elle est là pour vous protéger, nous protéger, essentiellement du climat, des variations du temps, de température, de la pluie, etc. Et en ce qui concerne la température, vous avez des fuites. Hein. Cette maison, cette enveloppe, elle a certaines fuites. Elle ne fuit pas de façon homogène à travers le toit, les murs, le sol, les fenêtres, etc. Et donc, vous avez des schémas qui vous donnent un pourcentage de ce que vous perdez typiquement à travers ces différents morceaux de l'enveloppe. Alors, en fait, on ne mesure pas ça. Ou quand on le mesure très mal. Par contre, on le calcule. Et on le calcule, une fois de plus, plutôt bien. Mais quand on regarde sérieusement la différence entre les mesures et le calcul, ce que tous les pays ont fait, en particulier les Anglais depuis un certain temps, on s'aperçoit qu'il y a des différences assez étonnantes de l'ordre de 40% entre le calcul et la mesure. Et ça, c'est pas très bon, ni pour le domaine, ni pour même tout simplement s'améliorer, puisque déjà on perd avec jusqu'à 120% d'écart, c'est-à-dire qu'on est plus de 2 fois différent, et sans toujours que l'on comprenne pourquoi. Est-ce que c'est des malfaçons? Est-ce que c'est ce qu'on ne sait pas bien calculer les choses? Et ça demande un peu de travail. Alors, comment on peut mesurer la performance énergétique d'un bâtiment? Alors, il y a une méthode qui paraît évidente à n'importe qui, c'est de dire on va mesurer la fuite. Si vous voulez mesurer le fuite de la baignoire, un certain nombre d'entre vous ont probablement été en 6e, et donc on résolut le problème de la baignoire qui fuit. Vous alimentez en eau, vous faites un trou, et puis on vous demande de savoir si ça se remplit pas, à quelle vitesse, etc. Une maison, c'est pareil. Donc si vous voulez mesurer combien ça fuit thermiquement, idéalement, vous mettez 0 degré à l'extérieur, vous mettez 20 degrés à l'intérieur, et vous regardez la quantité d'énergie en état stationnaire, et je reviens de dire, état stationnaire, c'est que vous attendez longtemps que tout ça se stabilise, et on va voir ce que ça veut dire qu'attendre longtemps et ce que ça veut dire que ça se stabilise. Eh bien, à un moment donné, la quantité d'énergie qu'il vous faut pour maintenir les 20 degrés de différence, c'est fait pour compenser les fuites thermiques. Donc vous avez une mesure parfaitement exacte de ce qu'il faut pour maintenir votre bâtiment à 20 degrés quand il fait 0 degré, lorsque le système est en état stationnaire. Ça s'appelle le co-heating, c'est une méthode qui vient des États-Unis dans les années 40 et qui a été pas mal utilisée en Angleterre, en particulier par les gens de Leeds. Et le problème, c'est que votre maison, elle n'est jamais dans un état stationnaire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas capable de maintenir 0 degré à l'extérieur pendant le temps qu'il faut pour que la maison s'équilibre. On va le voir tout à l'heure, le temps caractéristique d'une maison, c'est plusieurs jours. Et donc pendant plusieurs jours, le temps, il a changé plusieurs fois. Et donc votre maison, elle est tout le temps en train de rattraper ce qui se passe à l'extérieur. Et donc vous ne pouvez pas vraiment utiliser de façon précise cette technique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. On peut le faire avec des moyennes, sur un certain temps. Et en fait, fait sur un hiver dans une maison, ça ne marche pas si mal que ça. Mais c'est une mesure qu'il faut faire pendant un hiver sur une maison. Et encore une maison où vous ne voulez pas tout le temps que les gens y habitent, amènent des ordinateurs et d'autres appareils. Donc idéalement, une maison où personne n'habite pendant un an ou pendant un hiver pour pouvoir faire des mesures précises. Voilà.
Alors, il y a des nouvelles méthodes. Il s'avère que nous, on en a mis une au point. Alors, c'est pas notre métier de mettre au point des méthodes de mesure, mais vous avez bien compris que c'est une de mes préoccupations. Comme je suis le patron de la recherche, je suis censé essayer de pousser les troupes à aller dans certaines directions que je crois bonnes. Donc, on a mis une méthode au point qui vaut ce qu'elle vaut, mais vous verrez qu'il y a un énorme avantage sur les autres, c'est que ça se fait en quelques heures. Au lieu de mettre quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est quelques heures, et donc ça devient quelque chose qu'on peut mesurer. Alors en fait, ça, c'est ma maison. Donc je suis bordelais, j'ai une maison à Bordeaux, une maison BBC, comme j'ai toujours été un expérimentateur, quand je suis arrivé dans ce monde-là, je me suis dit, je vais me construire une maison pour apprendre ce que c'est. J'avoue que j'ai appris. J'ai appris pas mal de choses. Bon, et donc c'est ma maison. Alors vous voyez, ici, j'ai coupé le chauffage. Et puis alors je suis parti en vacances, parce que ouais, on est en hiver, vous voyez, c'est une bonne maison, vous voyez qu'en 3 jours, j'ai perdu 6 degrés. J'ai coupé le chauffage, et évidemment, ça c'est les variations de température à l'extérieur, et ça c'est la variation de température de la maison. Donc vous voyez qu'elle a, globalement, c'est descendu assez régulièrement, presque linéairement. Alors comme je dis souvent, les chimistes savent reconnaître une droite, les physiciens qui passent par 0, les physiciens une droite qui passe pas par 0, et donc là c'est presque une droite. Bon. Et puis j'ai remis le chauffage, quand je suis rentré de vacances, et là c'est monté. Alors vous voyez, presque aussi linéairement, je reviens dessus parce que c'est important. Puis après ça oscille moins, certes, autour de 1 degré, autour de la température consigne, qui comme vous le voyez ici est autour de 20 degrés. Alors ce qui est important, c'est de voir que quand on coupe le chauffage et qu'on remonte le chauffage, en tout cas quand on le coupe, il faut plusieurs jours, et là au bout de ces plusieurs jours, je ne suis toujours pas à la température extérieure. Bon, vous me dites c'est pas loin, oui, mais enfin sauf que ça continue à descendre pendant la nuit. Donc au bout de plusieurs jours, j'ai toujours pas atteint la température extérieure. Ça veut dire quelque part que pour que la maison se mette en équilibre, il me faut plusieurs jours, et c'est ça l'important. Alors, juste tout petit peu de physique, mais très simplement. Quand vous chauffez une maison, il faut amener de la chaleur pour 2 raisons. Donc votre maison, vous la prenez, elle est à 0 degré, il fait 0 à l'extérieur. Voilà, vous supposez que tout ça est stable, et puis vous commencez à mettre le chauffage. Et vous amenez de la chaleur dans la maison pour 2 raisons. Et c'est très important d'avoir ça en tête. La première raison, c'est qu'il faut chauffer les matériaux qui constituent la maison. Ça s'appelle la capacité calorifique, et c'est l'énergie qu'il faut pour faire changer la température d'un matériau. C'est aussi ce qu'on appelle régulièrement dans le monde du bâtiment l'inertie. Dans un sens comme dans l'autre. Voilà, il faut amener de la chaleur ou retirer de la chaleur au matériau pour le faire changer de température. Et ça, c'est important parce qu'une maison, c'est massif, il y a beaucoup de matériaux, et donc il faut beaucoup d'énergie pour chauffer le matériau. Et puis il faut aussi de l'énergie pour faire autre chose, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire compenser les fuites. Une partie de la chaleur s'échappe par les fenêtres, les murs, le toit, le sol. Et cette compensation thermique, c'est vraiment ce qui vous intéresse, c'est la qualité de l'enveloppe. Elle est définie par un coefficient qu'on appelle U, qui est globalement la valeur d'énergie qu'il faut pour maintenir une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Donc vous avez 2 coefficients, CP qui est la capacité calorifique, et U, ou quelque chose qui ressemble à U quand vous le multipliez par la surface de l'enveloppe, qui s'appelle K, peu importe, vous avez 2 coefficients. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous faites le rapport entre ces 2 coefficients, ça donne un temps. Et qu'est-ce que c'est que ce temps? C'est celui-là. C'est le temps caractéristique de votre maison. Alors en physique, un temps caractéristique, c'est défini par un temps qui est relié à une décroissance exponentielle. Croyez-moi, une décroissance exponentielle, quand vous êtes au début, c'est linéaire. Donc c'est pas complètement idiot. Le temps caractéristique, oui? Juste un petit point technique. Qu'est-ce qu'on appelle température de la maison dans le truc qu'on a vu là? Ici, j'en suis pas. C'est supposé une température homogène intérieure. Intérieure. Qui a été faite dans ta maison? Ah ben c'est la température de l'air. Pris à 1,50 m au milieu d'une pièce. Mais on peut prendre dans plusieurs endroits, on a la même chose. Dans mon cas, je suis dans un cas favorable. Mais peu importe, je ne rentre pas dans ces détails-là parce que ça va être compliqué. Donc le temps caractéristique, mais on n'a pas besoin de rentrer dans ces détails-là. Le point important, c'est que ce que je dis, c'est vrai, ça marche. C'est pour ça qu'on peut faire des choses simples. Elles ne sont pas justes, mais elles sont simples. Mais c'est pas grave, elles sont relativement justes. Le temps caractéristique, c'est typiquement de plusieurs jours. Voilà. Le point important, c'est qu'il faut plusieurs jours pour changer la température d'une maison comme on l'a décrit. Et donc, comme vous le voyez ici,
la température extérieure change plusieurs fois en plusieurs jours, et donc la maison est tout le temps en train de changer de température en quelque sorte. Et c'est pour ça que les méthodes de coheating, si elles sont en principe bonnes, ne marchent réellement jamais de façon rapide. Il faut faire des intégrales et il faut moyenner sur des temps longs pour finir par avoir des valeurs assez précises. Alors, on a travaillé avec des Anglais qui sont beaucoup intéressés à ça, avec deux universités, Leeds et Salford. Et Salford parce qu'ils ont un outil intéressant, vous allez voir lequel, et Leeds parce que c'est des gens qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens de Salford? Ils ont pris une maison anglaise, alors c'est une maison typique qu'on appelle une Victorian Terrace, qui sont les maisons du 19e siècle typiques anglaises que vous voyez partout, voilà une. Et puis, voilà, ils l'ont mis dans une boîte. Parce que justement, ils voulaient faire des mesures dans des conditions qui ne sont pas celles que je vous ai décrites, c'est-à-dire qu'ils voulaient pouvoir contrôler ce qui se passait à l'extérieur. Donc ils ont mis l'extérieur dans une boîte, donc ils ont mis l'extérieur à l'intérieur, et à l'intérieur de la boîte, ils ont remis une maison. Voilà, c'est cet objet-là. Et vous avez une maison dans une boîte. Alors ce qui est intéressant d'avoir une maison dans une boîte, c'est que vous pouvez changer la température entre moins 2 et 20 degrés comme vous voulez, 30 degrés comme vous voulez, assez précisément, on verra tout à l'heure. Vous pouvez régler l'humidité, ça c'est important pour les Anglais, ils n'ont pas mis de soleil parce que je ne sais pas pourquoi. Et vous pouvez mettre de la pluie, ça c'est très important pour les Anglais, du vent, parce qu'il y en a un peu, et puis éventuellement de la neige, mais ça c'est des cas extrêmes. Voilà, donc vous pouvez créer un climat, mais surtout vous pouvez bloquer le climat. Donc, voilà, on a pris la boîte, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette maison et on l'a rénovée. On l'a rénovée énergétiquement. C'est-à-dire qu'on a pris cette boîte, cette maison dans la boîte, et c'est une maison typique anglaise, donc elle avait un peu d'isolant au niveau du toit, hein, il y avait un peu d'isolant au niveau du toit, et puis rien d'autre. Des briques, comme vous le voyez, des fenêtres classiques avec des beaux windows, etc. Donc on a rénové classiquement. On n'a pas fait de la rénovation de haut niveau, on n'a pas essayé de mettre des innovations importantes. On a rénové comme ce que ferait un artisan anglais s'il avait à rénover thermiquement cette maison. Donc on a mis tous nos produits, alors je suis désolé pour les gens qui ne sont pas de Saint-Gobain, mais on aurait pu le faire avec les produits des autres, hein, ça aurait donné évidemment de moins bons résultats forcément, mais quand même. Bon, et on a mis tous nos produits, mais ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on les a ôtés les uns après les autres. Voilà. Et on a à chaque fois mesuré. Donc on a mesuré la contribution de chacun des produits, l'un après l'autre, à la performance globale de l'enveloppe. On a fait ce qui est écrit dans les livres, parce que tout le monde fait ça dans les calculs, mais personne ne le mesure. Et on l'a mesuré précisément, morceau par morceau. Voilà, tout ce qu'on a fait. Alors ça, c'est des photos pour vous montrer qu'on a quand même travaillé un peu. Voilà, on a mis des choses sur le toit, désolé aussi, hein, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça aurait pu être. Voilà, et on a fini par une maison, on a mis de l'isolation par l'intérieur, de l'isolation par l'extérieur, on a fait plein de choses. Voilà. Et c'est la maison ensuite qu'on a mesurée. Alors, vous voyez, on a fait un peu plus que ce que j'ai dit, on a mis des... Voilà, c'est une maison, on a fait... Voilà, c'est pas chez vous qu'on ferait ça, et on n'a pas besoin de faire tout ça pour avoir la valeur de l'enveloppe, mais là, tant qu'à faire, tant qu'on y était, on a mis un peu d'instruments. Voilà. Alors les résultats, d'abord celui-là. Donc vous avez en haut la mesure de la température à l'intérieur et la mesure de la température à l'extérieur pendant plusieurs jours. Et vous voyez, ça marche. Vous maintenez à l'extérieur 5 degrés pendant 3-4 jours, et vous mesurez pendant 3-4 jours, parce que la température de consigne, c'est de mesurer la température à l'intérieur pendant ce même temps. Donc là, on est vraiment dans des conditions de mesure, effectivement, de la performance thermique de l'ensemble, parce qu'on peut rester plusieurs jours. D'ailleurs, vous voyez que la quantité d'énergie qu'il vous faut, ça c'est la quantité d'énergie, il vous en faut beaucoup au début, et puis ça diminue de façon exponentielle, et puis finalement, vous finissez par un plateau. Et donc, effectivement, il faut un jour pour que ça se stabilise. Pourquoi un jour? Parce que c'était pas une maison bien isolée, donc ça a été plus vite que tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais en un jour, il vous a fallu chauffer les matériaux, amener de l'énergie dans les matériaux, mais au bout d'une journée, vous n'aviez plus besoin que de compenser les fuites. C'est exactement ce que je vous ai dit, un peu différemment, parce que là, on l'a fait à température constante.
Voilà. Puis vous pouvez mesurer, parce qu'on l'a fait, les flux à travers toutes les parois, mais ça c'est du détail. Donc ça illustre parfaitement que dans ce cas-là, on peut faire de vraies méthodes de coating, mais c'est quand même embêtant de construire un bâtiment, d'être obligé ensuite de le mettre dans une boîte pour le mesurer, ensuite d'ôter la boîte pour en faire un bâtiment. Donc vous voyez que c'est quand même pas des mesures très pratiques. Mais enfin là, on pouvait le faire. Et puis on a fait la méthode que je vous ai décrite, alors, je ne vous l'ai pas décrite réellement, mais je vais vous la décrire en 2 mots. Cette méthode qu'on a mis au point, qui est de se dire, puisque le système il n'est pas en état stationnaire, on va faire des mesures qu'on appelle en physique des mesures de perturbation, c'est-à-dire on va lui donner un coup de chauffe, on va couper le chauffe et on va voir comment il répond cinétiquement. On n'est pas capable de mesurer l'état stationnaire dans la vraie vie, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la vitesse de montée et la vitesse de descente pendant des temps. Au début, on ne savait pas, on a fait ça pendant plusieurs heures, puis maintenant on en est à quelques heures, qui vont nous permettre de retirer les 2 coefficients dont je vous ai parlé tout à l'heure, uniquement sur des mesures perturbatives. Alors ça, les chimistes, ils aiment bien ça s'appelle la cinétique chimique, et il y a toute une science qui s'est développée autour de ça. Alors ce qu'il faut regarder, c'est que quand on monte, ça c'est en rouge, c'est avant la rénovation, en bleu, c'est après la rénovation. Alors quand on monte, les pentes sont à peu près les mêmes. Les pentes sont à peu près les mêmes, ce qui veut dire qu'en fait, et ça c'est vrai, c'est la théorie qui vous le dit, c'est que la montée en puissance, c'est surtout de chauffer les matériaux avec la puissance que vous amenez. C'est pas tout à fait ça, mais c'est à peu près ça. Et effectivement, il vous faut qu'elle soit rénovée ou pas, c'est à peu près pareil pour chauffer. Par contre, quand vous coupez le chauffage, vous voyez que les pentes ne sont pas du tout les mêmes. Vous avez 1 degré par heure quand c'est pas rénové, et 0,3 degrés par heure quand c'est rénové. Et vous pouvez tout de suite dire que c'est 3 fois mieux, parce que c'est effectivement 3 fois mieux. Et alors cette méthode sur les cinétiques, là qu'on a mis au point, on a comparé la méthode de coating, qui est la méthode qui est sérieuse et qu'on peut vraiment faire, et puis cette méthode rapide en quelques heures, on a comparé les valeurs. Alors ça c'est les valeurs de l'enveloppe, alors U plus c'est bas, mieux c'est. Donc ça c'est les valeurs de U, et ça c'est la différence entre la valeur mesurée par le coating et la mesure mesurée par cette méthode rapide qu'on a mis au point, donc on est content, ça donne à peu près la même chose. Alors c'est pas ça l'important c'est ça. C'est les différents morceaux, ça c'est l'isolation par l'extérieur, l'isolation par l'intérieur, le vitrage, le sol, le plafond, le calcul. Ça c'est, alors j'ai pas mis d'incertitude parce qu'un calcul par définition il est parfaitement exact puisqu'il est fait par des gens intelligents. Ça, c'est les mesures. Alors là, il y a des incertitudes parce que c'est fait par des gens moins intelligents, mais ils ont l'avantage de mesurer. Et ça, c'est avant la rénovation, et ça, c'est après la rénovation. Alors, vous voyez, ce qu'il faut voir, c'est que les chiffres sont des fois très proches. Vous voyez, pour le vitrage, c'est très proche. Mais l'isolation, en particulier l'isolation par l'intérieur et par l'extérieur, c'est pas tout à fait pareil. Et puis après, pareil, il y a des choses qui se ressemblent, et puis il y a des choses qui sont nettement moins bonnes, par exemple sur le plafond. Donc déjà, le calcul et la mesure, c'est pas tout à fait pareil, et il y a même un facteur 2 dans certains cas, 40-50% d'écart. Voilà, donc première chose qu'on apprend, d'abord on peut mesurer vraiment l'apport de chacun des morceaux, et puis en même temps, quand on fait cet apport de chacun des morceaux, eh bien on s'aperçoit que le calcul et la mesure, c'est pas tout à fait pareil, même dans un cas où ça a été fait remarquablement bien, parce que ce que je ne veux pas dire, ce sont des professionnels qui ont tout installé, etc. Donc, il n'y a pas de malfaçon, il n'y a pas de gens qui ont oublié un morceau d'isolant parce qu'ils n'en avaient plus, ils ont mis la plaque de plâtre avant d'avoir fini, ça n'arrive jamais ça, mais ça n'arrive jamais. Bon. Voilà. Et alors, on l'a fait pour des tas de maisons. Alors, toutes elles n'étaient pas dans des boîtes, mais on a fait la mesure rapide et on en a tiré les temps caractéristiques. Ça, c'est pour que je puisse vous parler de la suite. Vous avez des maisons donc un peu partout, voilà, différentes maisons. Et les temps caractéristiques de ces bâtiments, une fois rénovés, ils sont tous rénovés, vous voyez que ça varie de 2 degrés jusqu'à 0,2 degrés par heure. Ces temps caractéristiques. C'est-à-dire que si on coupe, ça perd par heure entre typiquement plusieurs degrés et 1/10 ou 2/10 de degré pour les meilleurs. Donc vous voyez, il y a énormément de variations dans les temps caractéristiques des bâtiments selon la façon dont ils ont été rénovés. Alors, la dernière partie, on aura le temps de discuter après, c'est les conséquences que ça a sur la rénovation du parc. Alors, il y a d'abord des conséquences qu'on peut appeler des conséquences statistiques, des conséquences statiques. C'est-à-dire, quand vous avez vu, vous consommez moins. Je vous ai dit, la maison qu'on a rénovée en Angleterre, c'est 3 fois mieux. Ça veut dire qu'elle consomme 3 fois moins que la même maison avant rénovation. Ça, il n'y a pas de miracle. Ça marche. Alors ça, vous avez l'état du parc en France. Ça, c'est l'état du parc en France, vous le connaissez. Alors, classé en DPE, en diagnostic de performance énergétique, A, B, C, D, E, F, G. Et vous avez l'état du parc. Donc, vous le savez très bien.
bien, la très très grande partie du parc est au-dessus de D, et puis C, il y en a quand même pas loin de 20%, ce qui est déjà pas mal, et puis pratiquement plus rien en A et B, c'est quasiment, dans le cas de A, qui correspond grosso modo à la RT 2012, eh ben, c'est quasiment rien, parce qu'elle commence juste, et comme vous savez, il y a une construction de l'ordre du % par an, donc le temps que ça se voit, ça des chiffres de l'année dernière, ça s'était pas encore vu. Voilà. Puis vous avez quand même en F et G un certain nombre d'épaves énergétiques. Je devrais compter eux aussi, c'est-à-dire des bâtiments, la moitié des bâtiments qui consomment au-dessus de 250 kWh par mètre carré par an. Voilà, ça c'est la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire la division de la consommation en énergie en Europe entre l'habitat, le transport et l'industrie. C'est de l'énergie totale, hein, avec, comme vous le savez, une part importante, 42% en Europe pour l'habitat. Et puis là, c'est quelque chose, un petit calcul, voilà, bon, ça vous connaissez, c'est l'amélioration des bâtiments, excusez-moi. Voilà, et ça c'est un petit calcul qui est la même courbe que tout à l'heure, mais en faisant un petit calcul qui est très simple, mais qui vous donne un petit peu la réserve du stock. C'est qu'est-ce qui se passerait si tous les bâtiments anciens étaient équivalents à la RT 2005, même pas la RT 2012, RT 2005, c'est-à-dire équivalent à ce qu'on était censé construire il y a 10 ans. Et ça, c'est l'économie en énergie que constituerait à faire cette manip. Autrement dit, ça vous donne le stock de réservoirs d'énergie gaspillée dans les bâtiments. Et ce qui est intéressant de voir, c'est simplement que l'ordre de grandeur, il est du même ordre de grandeur que tout ce qu'on consomme dans le transport ou que tout ce qu'on consomme dans l'industrie. Voilà, il faut avoir ça en tête. Le stock de réservoirs d'économie d'énergie dans le bâtiment, dans l'ancien, il est à peu près équivalent à ce qu'on consomme pour l'industrie ou pour le transport. Alors, évidemment, il n'est pas accessible pour des tas de raisons. Mais enfin, même une fraction de ça, c'est beaucoup d'énergie. Alors, sur la partie réseau, alors on va parler un peu de réseau et on va parler un petit peu de généralité. D'abord, en France, donc je parle de la France, on utilise beaucoup l'électricité pour chauffer le bâtiment. Voilà. Et alors on l'utilise soit directement, avec un convertisseur direct de chaleur, soit en pompe à chaleur de plus en plus, et c'est très vertueux. Mais vous verrez que l'électricité, c'est pas si non vertueux que ça, même directement, on va le voir pourquoi tout à l'heure. Et alors la question qu'on se pose, c'est, admettons que vous ayez un appartement à Paris, et puis imaginons qu'on soit capable de vous couper le chauffage jusqu'à un niveau acceptable. Qu'est-ce qui est acceptable comme température chez vous pour, une fois le chauffage coupé, vous ne soyez pas vraiment sensible à la différence? J'ai pris 1 degré. On peut décider que c'est 1,5 ou 1,5. Enfin, en gros, c'est 1 degré. Voilà. Si vous êtes à 21 chez vous, vous passez à 20, vous n'allez pas vous sentir brutalement mal. Mais il ne faut pas que ça descende à 19 ou 18. Voilà. Donc on va dire 1 degré. Et donc l'idée, c'est combien de temps il faut dans votre bâtiment pour perdre 1 degré. Bon, on l'a vu tout à l'heure, c'est le temps caractéristique. Des fois, il faut une demi-heure, des fois, il faut 4 heures. Et c'est pas pareil, évidemment, si vous perdez 1 degré en 4 heures et si vous perdez 1 degré en demi-heure. Alors là, vous avez ici la consommation typique en hiver d'électricité en France. Donc vous avez ce fameux pic de 19 heures que vous trouvez, vous voyez ici, ça correspond à 3 températures différentes extérieures. Il faut savoir qu'en France, et je l'ai mis dans les annexes, je ne l'ai pas mis là, mais il y a une très belle courbe de RTE qui est très intéressante, qui montre que pratiquement 1 degré extérieur de différence, c'est 2 gigawatts. C'est 2 gigawatts. C'est énorme en France. Et donc, quand il ne fait pas très froid dehors, ben vous avez cette courbe-là. Quand il fait très froid, c'est celle-là. Mais c'est pratiquement les mêmes courbes. Tout ce qui change, c'est la ligne de base qui est différente. Parce qu'effectivement, quand il fait très froid pas pendant 1 heure, il fait très froid pendant un certain temps. Alors ce pic de 19 heures, comme vous le savez, il est sujet à beaucoup de débats parce que c'est un pic où il faut mettre en route les centrales à charbon, les centrales à gaz, les centrales à fioul, lâcher un peu des barrages si on peut le faire encore. Bref, il faut essayer de compenser et amener de l'énergie à un moment donné où pendant 3 heures, les gens se mettent à en consommer. Alors comment ils consomment cette énergie? De même, vous allez regarder ce qui se passe à RTE et vous avez ici la réponse. Alors au passage, ça c'est le chauffage. Vous voyez que la courbe, le point de 19 heures, contrairement à ce que des gens disent, c'est pas le chauffage. Bon, ça monte un peu, mais légèrement. C'est tout le reste. C'est-à-dire que c'est vous rentrez, vous allumez le four, vous lancez la machine à laver, etc. Donc c'est pas vraiment le chauffage qui fait monter. Ceci dit, ce qui est intéressant de voir, c'est que le chauffage, qui est en gros ce qui est vert et bleu, selon que c'est tertiaire ou résidentiel, correspond quand même à 30% du total en hiver. Donc une grande partie quand même de cette énergie est quand même utilisée dans le chauffage.
D'ailleurs, RTE, les mêmes, vous donnent ce qu'ils appellent la part thermosensible, c'est-à-dire la part que vous pouvez jouer sur le chauffage, et vous voyez que, selon les cas, la part thermosensible, ça c'est la part de consommation brute, eh bien, vous voyez qu'elle va entre 20 en dehors du pic à 40 pendant le pic. Donc quand même, il y a une part importante pendant le pic. Voilà. Et puis vous avez un chiffre qui est important parce que hier RTE a tiré un peu la sonnette d'alarme, c'est le pic qui est le pic maximum de consommation pendant le jour le plus froid de l'hiver en France. Combien il vous faut de puissance pour compenser la consommation? Et bien vous voyez qu'entre la puissance accessible, ce pic il est de l'ordre de 100, au-dessus de 100 maintenant gigawatts, et comme vous le savez, vous l'avez peut-être lu hier dans la presse, RTE a dit que dans un des hivers prochains, compte tenu de la production en France, y compris des possibilités d'achat à l'extérieur, il est possible que si on a effectivement des journées très froides, il manque quelques gigawatts, 1 ou 2, il parle d'entre 2 et 4 gigawatts de production, y compris avec les achats extérieurs, donc il faudra nos amis allemands qui nous vendent beaucoup d'électricité pour compenser. Alors, quelques chiffres pour comprendre où je veux en venir. On a en France 36% des chauffages à l'électricité. Le pic en hiver, on l'a vu, il est de l'ordre de 100 gigawatts. On sait qu'on est sensible à 2,3 gigawatts par degré. L'amplitude du pic lui-même, il est de 10 gigawatts. Alors, c'est pas énorme, c'est 10%. Sauf que 10 gigawatts, ça veut dire 10 centrales à 1 gigawatt à mettre en route pendant ce temps-là. Et puis, pour un jour d'hiver, typiquement, 40 gigawatts est utilisé par le chauffage, 30 pour le résidentiel, 10 pour le tertiaire. Vous voyez rapidement qu'avec ces chiffres, vous arrivez à la conclusion que si vous êtes capable de couper le chauffage pendant 3 heures ou 4 heures sur 25% des habitats, ils perdront 1 degré s'ils sont bien rénovés, ça ne sera pas très sensible, mais s'ils ne sont pas rénovés, c'est évidemment impossible. Donc vous voyez tout de suite que, indépendamment de la partie consommation, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, mais sur la partie gestion de réseau, à condition qu'on puisse le faire, et aujourd'hui on ne peut pas le faire, mais si on pouvait le faire, il faut, paraît-il, avoir des réseaux intelligents. Alors, j'ai pas rencontré beaucoup de gens intelligents, mais des réseaux intelligents, j'en ai jamais rencontré, mais enfin, il paraît que ça existe. Donc, si nous avions un réseau intelligent, alors j'ai même compris qu'en fait, c'est pas un réseau intelligent qu'il nous faut, c'est un compteur intelligent, pour que le réseau devienne intelligent. Bon, alors, admettons qu'on ait des compteurs intelligents qui rendent le réseau intelligent. À ce moment-là, imaginons que 25% des gens chauffés à l'électricité aient des temps caractéristiques de 3 jours, c'est-à-dire qu'ils perdront 1 degré en 4 heures, eh bien, si vous leur coupez le chauffage pendant 4 heures à 19 heures et vous le rallumez à 22 heures, ils passeront de 21 à 20 degrés et ça ne sera pas la mort. Il faudra peut-être leur faire une petite réduction d'abonnement ou quelque chose, mais en tout cas, c'est possible. Et vous n'avez plus de pic à 19 heures. Alors évidemment, tout ça c'est des si, mais c'est juste pour vous montrer la simple idée que j'essaye de faire passer, c'est que indépendamment du bénéfice en termes de consommation, vous pouvez aussi avoir un bénéfice en termes de gestion. Et donc, avec de la chaleur, vous économisez de l'électricité. C'est pour ça que, même si on peut critiquer le fait que l'électricité est une méthode pas toujours idéale pour chauffer, d'abord les pompes à chaleur sont autrement efficaces que l'électricité directe, et même dans le cas de l'électricité directe, si vous arrivez à un bâtiment bien isolé, les quantités d'électricité qu'il faut... Je suis désolé, je fais la pub pour EDF, je ne devrais pas, mais je devrais, parce que c'est ce que je pense, c'est plus vraiment un problème. Ma maison, si vous voulez, pour vous donner une idée, ma maison, elle fait 300 mètres carrés. Pour maintenir 22... Je suis désolé, je suis récemment riche parce que je suis passé du public au privé. Pour maintenir 20 degrés entre l'intérieur et l'extérieur, il me faut 2 kilowatts. 2 kilowatts. J'étais chez un constructeur automobile il n'y a pas longtemps. Pour maintenir 20 degrés pour une voiture, c'est 7 kilowatts. Pour une voiture. Et je ne connais pas de voiture de 300 mètres carrés. On me dira, les maisons, avec ma maison, je me déplace un peu moins qu'avec la voiture. Bon, ok. Donc, si vous voulez, juste pour vous dire que les ordres de grandeur sont là. Après, comment faire dans le détail, etc., je ne sais pas, ça demande des choses un peu plus malignes, mais les ordres de grandeur sont là. On pourrait effectivement effacer le pic de 19 heures avec le parc électrique que l'on a, si 25% de ce parc avait été équipé, été isolé, disons, de façon à avoir des temps caractéristiques de plusieurs jours. Voilà. Alors, quelques conditions sur le coût. Alors ça, j'aime bien parce que c'est toujours pareil, c'est simple, mais ça donne des idées quand même.
Alors, je vais prendre des objectifs. Alors, qui est-ce qui a dit, c'est toi qui as dit tout à l'heure que les hommes politiques, ils disent des choses qu'ils font pas. Bon, alors, on va parler de 500 000 logements rénovés par an. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont des hommes politiques, ou des femmes politiques dans le cas présent. Alors, je ne vais pas vous dire combien on en est, où on en est, mais comme vous le savez, cette année, on n'en est pas là. Enfin, admettons qu'on ait 500 000 de logements rénovés par an. 100 mètres carrés en moyen, je ne sais pas si c'est moyen, mais 100 mètres carrés. On gagne 200 kWh en faisant une bonne rénovation. Alors évidemment, il faut commencer par les pires. Hein. On va commencer par ceux qui sont à droite, là, les EFG. On ne va pas commencer par rénover un D pour le prendre C. On va prendre des EFG, on va les ramener, disons, à A ou B, ça serait déjà énorme. Et ça fait en moyenne 200 kWh par mètre carré par an de gagné. 20 000 euros, alors 20 000 euros, je crois que je ne l'ai pas inventé, c'est le surcoût, c'est pas le coût, le surcoût énergétique d'une rénovation correcte de 100 mètres carrés. Voilà. Alors après, il y en a qui disent c'est 30 000, 25 000, 15 000, j'en sais rien, prenons 20 000 euros. Ça coûte 10 milliards. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces 10 milliards d'euros, vous économisez 10 TWh. Donc ça c'est vrai, si vous refaites le calcul, vous retrouvez la valeur. 10 TWh avec 10 milliards. Et puis si vous faites le calcul en valeur de capital actualisé, etc., vous arrivez au prix du mégawattheure de 60 à 80 euros du mégawattheure. Et puis alors vous comparez avec une centrale nucléaire, j'ai pris au hasard, hein, alors là encore on va discuter, j'ai pris 8,5 milliards pour un EPR. Bon, alors on va dire oui mais c'est la première, elle coûte cher, bon, on va prendre 7, j'en sais rien. Et elle produit aussi 10 TWh. Bon, vous voyez que c'est à peu près le même prix et ça fait à peu près la même chose. Sauf que dans un cas, vous économisez 10 TWh, et dans l'autre cas, vous produisez 10 TWh. Alors vous pourriez dire, EDF, il préfère quand même produire et vendre que faire économiser aux autres. Non, pas vraiment, parce que ces 10 TWh, mon discours, c'est pas de dire arrêter les centrales nucléaires. Mon discours, c'est de dire, ces 10 TWh, vous pouvez en faire autre chose. Du véhicule électrique, de la production industrielle. Vous n'êtes pas obligé de le perdre dans des bâtiments. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les centrales nucléaires. Et le coût, il y a un débat, mais comme vous le savez, le coût d'un EPR, ça risque d'être autour de 70 à 90 euros du mégawattheure, autour de 80, disons. Bon, alors là encore, on peut débattre, on peut me dire que les chiffres sont faux. Enfin, c'est ce qu'on trouve de plus. Voilà. Donc vous voyez que, finalement, au bout du compte, avec les mêmes sommes, on arrive à des choses à peu près parallèles, et que c'est pas idiot. C'est pas. Alors quand les gens me disent ah oui mais ça coûte beaucoup plus cher de rénover des bâtiments que de fabriquer des centrales nucléaires, ben non, ça coûte à peu près pareil. Bon, alors c'est pas les mêmes qui payent, c'est pas la monétarisation de ça n'est pas la même, parce que le bâtiment c'est dans votre poche qu'on le prend, mais c'est éventuellement dans votre poche qui revient si ça amène de la valeur à votre bâtiment. L'autre c'est un industriel qui investit sur du temps long et puis qui vous vend de l'électricité, c'est son business model, etc. Donc c'est pas tout à fait pareil. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que c'est pas évident. Enfin, quand même, d'un point de vue de la société, c'est à peu près pareil. Les 10 TWh, ils sont récurrents en plus dans la rénovation. Là, ils sont récurrents. Oui, mais la centrale, elle produit tous les ans 10 TWh. Ouais, mais enfin bon. Non, elle produit tous les ans 10 TWh. Ou alors, je suis désolé, une centrale, ça produit. Voilà. Non, mais. Je veux vraiment l'entendre. Une fois qu'on l'a construite, c'est du cash flow. Non, mais après, mon discours, c'est qu'il ne faut pas faire l'un contre l'autre. Mais c'est l'ordre de grandeur, c'est pareil. Mais ça, c'est comment ? Une centrale, ça peut durer 40, 50 ans. Un bâtiment, quand elle est rénové, 40 ans, 50 ans, c'est aussi un maximum. Donc, on ne va pas se battre sur si c'est... Voilà. Bon. Je dis juste que c'est pareil. Bon. Alors, je reviens à ma slide que j'aime bien. Mesure qui dit contrôle, diagnostic, prescription. Vous voyez que dans cette affaire, il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu que les gens aient conscience de ce qu'ils dépensent. Je prends souvent cet exemple. Qui regarde sa consommation instantanée ou moyenne dans sa voiture quand il conduit ? Non, il conduit. Bon, vous voyez, ça fait à peu près, on va dire, la moitié des personnes. Ben moi, je suis sûr, parce que c'est ce qui m'arrive à moi, qu'à partir du moment où vous regardez, vous consommez moins, forcément, parce que vous regardez. Donc, quelque part, dans votre tête, vous êtes content quand vous avez consommé un peu moins que voilà. Donc, mesurer, c'est important. Diagnostic, c'est indispensable. Comme on l'a vu, c'est pas tout le calcul. Et puis prescription, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer. Bien sûr, c'est du business pour des entreprises comme Saint-Gobain, je ne le cache pas, mais c'est quand même aussi globalement, comme on l'a vu, un intérêt aussi pour tout un tas de gens.
Voilà, alors les conclusions, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ce que je dis, la mesure c'est important, la rénovation c'est important, le coût de l'énergie, bon, on voit que de toute façon tout ça, ça se vaut, mais c'est quand même bien d'en économiser, et puis cette idée que finalement un parc, quand on le connaît et qu'on le gère intelligemment, eh bien, ça peut aussi faire des économies d'investissement en production d'électricité indépendamment de la consommation. Et donc, ça mérite quand même de réfléchir. Et je dirais que de ce point de vue-là, ma petite démonstration montre que c'est bien qu'en France, on ait 36% du parc équipé à l'électricité, puisqu'on peut le faire comme ça. Bon, on peut évidemment faire la même chose sur des chaudières à gaz, etc., s'il fallait. Mais bon, voilà. Bon, c'était ce que j'avais envie de vous dire. On a un peu de temps pour discuter, et bien évidemment, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Et je vous écoute. Merci.